Robotmaker.com. Bonjour les amis, pour ma toute première vidéo, je vais vous présenter la petite sonde Gecker et le pupitre qui permet de piloter cette dernière. Il ne s'agit absolument pas d'un didacticiel, mais uniquement vous montrer quelques fonctionnalités. Je dis bien quelques parce qu'il y en a beaucoup plus. Ici, vous avez tous reconnu la structure interne d'une fusée Ariane qui est destinée à lancer notre petite sonde Gecker vers Mars. Oui, enfin, la structure est un peu simplifiée, mais c'est l'idée. Ici, le pupitre qui permet de dialoguer avec la sonde, de lui envoyer des ordres, de recevoir des comptes rendus pour pouvoir vérifier son état. Notez au passage que ici sur la face avant, nous avons une petite prise qui permet de brancher un bloc secteur pour recharger les accumulateurs de puissance qui vont permettre de faire fonctionner la motorisation de la sonde. Oui, je sais que vous auriez peut-être préféré tout de suite voir fonctionner la sonde, la voir bouger ses pattes. Néanmoins, je vais quand même commencer par vous présenter le pupitre, parce que c'est par ce dernier qu'on pilote la sonde, et comme ça, lorsque vous verrez fonctionner la sonde, vous aurez une idée plus précise de ce qui se passe sur le pupitre. Ici, on le voit en face arrière, avec une bonne distorsion trapézoïdale. Rassurez-vous, la hauteur d'ici à ici est exactement la même que d'ici à ici. Et le dessus n'est pas courbe, le dessous n'est pas courbe. C'est simplement un défaut de l'optique de la caméra d'une part et le fait qu'on filme relativement près. Donc à l'arrière, un inverseur qui permet de passer en revue deux possibilités, soit fonctionnement normal vers le haut, soit quand on le bascule vers le bas. Ça c'est pour pouvoir reprogrammer le microcontrôleur qui est sur la petite carte Arduino. Ici en bas, on reconnaît, tout au moins pour certains, un petit kit, un petit bloc. Ce sont ces petits blocs d'alimentation USB qui peuvent se recharger et quand on part en vacances qui servent à alimenter divers dispositifs pour recharger des téléphones portables, des choses comme ça. C'est par cette prise d'ailleurs que l'on recharge cet accumulateur. Cet accumulateur est chargé d'alimenter la carte microcontrôleur qui est dans le pupitre et la carte microcontrôleur qui est dans la sonde par le biais du cordon ombilical. Ce cordon ombilical comporte donc ici sur les gros fils l'alimentation du microcontrôleur de la sonde. Par ces deux petits fils, le dialogue montant et descendant entre le pupitre et la sonde. Et enfin ici, par ce gros fil, plus gros en section, et branché sur une prise DIN, l'alimentation de puissance sous forme de deux gros accumulateurs qui sont à l'intérieur du pupitre et qui vont permettre d'alimenter la motorisation de la sonde. Motorisation qui nécessite des accumulateurs à faible résistance interne parce qu'il y a des appels de courant extrêmement importants sur les petits servomoteurs qui équipent les différents membres de la sonde. Changement de décor. Nous avons intégré une station de poursuite qui permet la maîtrise de la sonde sur le sol martien. Ici, nous sommes face donc à la console de pilotage avec un écran ici, un tableau de bord ici à l'arrière avec une zone technique. La zone technique permet de contrôler, de vérifier certaines autant pour moi. Désolé, j'ai été dérangé. Donc la zone technique permet de contrôler un certain nombre de paramètres qui sont essentiellement à l'usage du programmeur, c'est-à-dire à la personne qui développe ou qui modifie le programme qui se trouve soit sur la sonde, soit sur le pupitre. Ici, nous avons l'interrupteur qui permet de mettre sous tension la console, ce que l'on va faire tout de suite du reste.
après quelques secondes, le tout petit écran qui se trouve ici et qui permet donc de surveiller tout ce qui se passe sur la sonde vient de s'allumer avec le logo, le nom du logiciel, ce genre de choses. Ce que vous remarquez dès le départ, c'est une diode ici qui clignote. Quand cette diode clignote sur le tableau de bord principal, ici nous avons le clavier, c'est un appel à appuyer sur une touche quelconque. A priori, on pourrait appuyer sur n'importe quelle touche. En général, il sera préférable d'appuyer sur la touche oui. Donc ici, pour faire évoluer le logiciel, on va appuyer sur une touche quelconque, par exemple celle-ci. Tout de suite, il se passe quelque chose sur l'écran. On vient de mettre en service en quelque sorte le logiciel dans le mode exploitation. Avant de poursuivre, c'est ici que l'on pourrait mettre en énergie les moteurs. Toutefois, il est parfaitement possible d'effectuer toutes les manipulations que nous désirons sans mettre cette énergie. Il se passera tout simplement rien sur les moteurs. On verra d'ailleurs qu'il y a une deuxième possibilité. Même étant sous tension ici en puissance, on peut figer les moteurs par une commande appropriée, par une option appropriée sur le pupitre. Nous allons regarder un tout petit peu ce qui se passe sur la zone technique. Ici, on valide les LED, les diodes électroluminescentes, qui sont dans ce cadre. Et ici, eh bien, on voit cette LED qui clignote. Elle signifie que le microcontrôleur qui est dans le pupitre est dans la boucle principale. Tout programme comporte des boucles principales et des sous-programmes. Ça permet, quand normalement on est en attente d'une commande, c'est-à-dire dans la boucle principale, et bien logiquement, ici, cette LED doit clignoter. Si elle ne clignote pas, c'est que le programme est occupé soit dans une subroutine, soit qu'il est tout simplement bloqué. Donc c'est une information pour le programmeur. Je vais tourner le bouton rotatif qui est là. Alors ce bouton rotatif, ce codeur rotatif incrémental, c'est-à-dire en cliquetage en quelque sorte, est essentiel pour explorer les différents menus qui apparaîtront à l'écran, voire donner des valeurs à certains paramètres. Regardez ce qui se passe quand on tourne ce bouton sur les diodes techniques. Vous avez pu remarquer que les diodes électroluminescentes qui sont là clignotent. Eh bien, ce sont tout simplement les impulsions binaires qui sont envoyées par le codeur rotatif au système. Si quand on tourne ce bouton, ici, il ne se passe rien, ben, ça veut simplement dire que l'électronique de ce dispositif est déficiente. Le dispositif qui est là est un capteur rotatif, mais si l'on appuie sur le bouton, il comporte un micro-contact, un peu comme une touche, qui réagit exactement pareil. Ce micro-contact aura, enfin, plutôt ce bouton particulier, aura un effet en fonction des menus qui seront actifs au moment de l'exploitation. Par exemple, je vais appuyer ici. Il s'est passé une première chose, vous avez vu qu'ici, la diode verte s'est allumée. Chaque fois que l'on appuiera sur une touche, quelle qu'elle soit, l'activation de cette touche sera visualisée ici. C'est un contrôle à la fois pour l'opérateur, voire pour le technicien qui programme. Pour en terminer provisoirement avec la zone technique, puis ensuite on coupera l'activation de ces LED parce qu'en exploitation c'est plutôt gênant qu'autre chose, je vais appuyer à nouveau sur le bouton poussoir et vous expliquer ce qui se passe. Mais ce que vous allez devoir observer maintenant, c'est les deux diodes électroluminescentes qui sont ici. Ah, ça n'est peut-être pas très visible sur la caméra. Je vais couper l'éclairage. On verra peut-être un peu mieux. Assombrir l'ambiance de notre laboratoire, entre guillemets.
et puis je recommence. J'appuie sur le bouton poussoir. Là, vous avez vu très nettement la diode électroluminescente du haut et la diode électroluminescente du bas s'illuminer. En fait, ces deux diodes retranscrivent sous forme lumineuse les impulsions qui sont envoyées dans le cordon ombilical et qui réalisent le dialogue entre le pupitre et la sonde. En tout premier, vous avez pu remarquer TX s'allumer. TX, c'est transmission. C'est le pupitre qui donne un ordre à la sonde. La sonde décode cet ordre et rend compte soit l'ordre est compréhensible, il sera exécuté, soit il y a un quelconque problème, et à ce moment-là, elle retourne dans la zone qui est ici en haut sur l'écran. On verra mieux ça de façon plus visuelle plus tard. Elle rend compte ici par un message d'erreur s'il y a eu un problème. RX, c'est la diode qui s'illumine quand la sonde répond. Donc, dans un dialogue alternat du type je parle à l'esclave, puis l'esclave répond. Le maître ici, c'est le pupitre. C'est pour ça que c'est le pupitre qui a parlé en premier. Et ensuite, le pupitre passe à l'écoute. Il regarde ce qui se passe sur la ligne de retour, ce qu'on appelle donc la voie descendante, s'il s'agissait vraiment d'un satellite en orbite. Et ici, quand la sonde répond, eh bien, on a un petit flash lumineux. Et le programmeur peut alors vérifier que le dialogue s'établit correctement entre la sonde et le pupitre, plutôt la station de poursuite. Nous allons couper les diodes électroluminescentes de la zone technique qui sont plutôt gênantes qu'autre chose en exploitation normale. Passons un petit peu à la description fonctionnelle du clavier principal. Le clavier principal localisé dans cette zone comporte quelques diodes électroluminescentes d'état. Ici, donc, nous avons la diode électroluminescente qui clignote en vert pour inciter l'opérateur à appuyer sur une touche ou qui simplement sert de moniteur visuel quand on appuie sur une touche quelconque, y compris celle du codeur rotatif. Ici, nous avons une diode électroluminescente jaune qui s'allumera lorsque la fin d'une fonction devra être obligatoirement effectuée par cette touche. Cette touche, elle est nommée fin, ou alors lorsque une fonction attend une réponse du type oui ou du type non, on agira soit sur cette touche, soit sur celle-ci. Certaines fonctions doivent absolument être quittées avec cette touche, la touche fin, et non en faisant tourner le bouton rotatif. À ce moment-là, cette diode prévient l'opérateur en clignotant en jaune. Ici, nous avons une diode électroluminescente qui va s'allumer quand, par exemple, il y a une erreur commise par l'opérateur, soit ou une erreur en retour d'informations sur la sonde. Pour vous le montrer, je vais appuyer sur une touche quelconque, par exemple celle-ci. Vous avez entendu un petit bip, et puis vous avez vu elle a flashé. C'est simplement un contrôle visuel du fait qu'il y a eu une erreur. Système qui s'est produite pour une quelconque raison. Ici, nous avons une diode électroluminescente qui signale que le pavé qui se trouve ici est validé en tant que pavé d'activation des moteurs sur la sonde. C'est le menu mouvoir. Alors parlons des menus. Nous avons 6 menus principaux. Le menu exploité, on y reviendra, le menu des postures, le menu des options et le menu des données. Outre ces 4 menus ici, nous avons le menu mouvoir. Mouvoir va nous permettre, par les boutons qui sont ici, de déplacer la sonde. Ici, la faire avancer, la faire reculer, la faire se translater d'un pas à gauche ou de se translater d'un pas à droite. Comme ici, nous avons les rotations. Rotation à gauche, comme le volant d'une voiture en quelque sorte. Rotation à droite, sauf que les rotations se font incrémentalement, c'est-à-dire d'un certain angle immuable à chaque fois. Pour prévenir l'opérateur qu'à partir de maintenant la sonde va se déplacer et que potentiellement elle peut rencontrer un obstacle, donc qu'elle est en danger et qu'il ne faut pas agir sur ces boutons de façon inconsidérée,
Eh bien ici, le témoin qui est là va s'allumer. Donc j'appuie sur le bouton mouvoir et à partir de maintenant, toute commande ici provoquerait un déplacement sur la sonde. En réalité non, puisque l'énergie de puissance n'est pas commutée. Ici, nous avons deux boutons particuliers, le bouton des phares et le bouton du laser. Oui, notre sonde est munie d'un laser. Si on appuie sur le bouton des phares, les phares sur la sonde vont s'allumer, à une condition toutefois que la sonde soit en énergie. Et cette fois-ci, il s'agit de l'énergie interne distribuée par un disjoncteur. Si la sonde est en veille, les phares ne s'allumeront pas. Avant de passer à la présentation de la sonde, toujours en ce qui concerne le clavier principal, nous avons ici une diode électroluminescente particulière. C'est une diode à 3 couleurs. Cette diode est susceptible donc de nous informer sur 3 états particuliers du système. Pour vous faire comprendre pas l'utilité, mais la façon dont va se comporter cette diode, on va passer dans le menu des options. Du coup, la diode électroluminescente bleue qui est ici s'est éteinte. Et à partir de maintenant, nous sommes sur le menu des options. Quand on est sur le menu des options, appuyez sur ce bouton, allume ou prédispose, si vous voulez, une sécurité. Certaines fonctions dangereuses exigeront que cette sécurité soit activée. Si elle est activée, la diode électroluminescente qui est là s'allume en rouge. Alors, il s'agit d'un rouge cerise, pas du blanc, mais là la caméra est visiblement saturée dans le rouge. Je coupe la sécurité pour vous montrer ce qui va se passer dans le cas où une fonction exige la sécurité et qu'elle ne serait pas armée. Je vais me déplacer dans le menu des options. Et là, j'ai activé le menu, la fonction, qui permet de tester le dialogue, ou plutôt les transmissions entre la sonde et la station de pilotage, la station de maîtrise. Je valide cette fonction avec la touche oui. Et nous avons eu ici un bit d'erreur. Ici, comme ça s'est mal passé, nous avons information de l'erreur 12. Si vous prenez le manuel d'utilisation, erreur 12, eh bien vous verrez sécurité non armée. Et du coup, la diode qui est électroluminescente qui est là, ça ne se voit pas trop parce que la caméra est encore saturée. Mais en fait, elle est bleue, oui, mais même en faisant de l'obscurité dans le local, même en faisant beaucoup de l'obscurité dans le local, on voit qu'on ne voit pas trop qu'elle est bleue. Je vous garantis qu'elle est vraiment d'un bleu, vraiment bleu, il n'y a aucune ambiguïté. Quand cette LED s'allume en bleu, ça prévient simplement l'opérateur qu'il doit armer la sécurité. Donc on va le faire. Elle passe en rouge, sécurité armée. Maintenant, on peut valider cette fonction, ce que je vais faire avec la touche oui. Du coup, ça coupe la sécurité. Et là, sur l'écran, dans cette fonction, on simule un oscilloscope cathodique avec déplacement ici d'une sinusoïde sur l'écran. Cette sinusoïde est susceptible de visualiser l'onde haute fréquence qui arrive sur les antennes et son amplitude varie. Elle augmente, elle diminue. Et puis elle se décale sur l'écran, simulant un déphasage par rapport au contrôle d'une horloge à quartz locale très très précise. Il s'agit juste d'une simulation pour le fun. Par contre, ce que vous observez, c'est que cette fonction doit être quittée avec la touche fin. Donc vous voyez bien que la diode électroluminescente jaune qui est ici clignote, incitant l'opérateur à appuyer sur cette touche pour sortir de cette fonction. Ce que je viens de faire. On revient donc au menu des options. Pour clore cette présentation sommaire de l'utilisation globale du pupitre,
avec la répartition géométrique des touches. Il me reste à vous parler de la troisième couleur possible sur cette diode, le vert. Quand cette diode s'illumine en vert, ça veut dire que l'opérateur a validé la stabilisation gyroscopique sur la sonde. Comme c'est une fonction complexe qui entraîne un certain nombre de petits inconvénients, notamment sur les délais de réaction de la sonde, pour que l'opérateur soit prévenu que la stabilisation gyroscopique et inertielle sur la sonde est validée, eh bien ici la diode électroluminescente s'allume en vert. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de s'allumer en rouge si on active de surcroît la sécurité. Avant de présenter la sonde et puis d'explorer avec vous le menu exploité, le menu des postures, le menu des options, enfin tous ces menus, y compris le menu apprentissage, qui lorsqu'il est valide allume la diode électroluminescente qui est ici. On va faire un tout petit résumé de la disposition globale de l'architecture du pupitre. Ici, une zone technique qui globalement ne nous concernera pas forcément, l'interrupteur sera toujours sur off. Ici, l'écran qui permet le dialogue avec l'opérateur, les comptes rendus, le retour des données numériques, etc. Ici, on alimente à la fois, à condition bien entendu que le cordon ombilical soit branché, le microprocesseur, enfin le microcontrôleur du pupitre et le microcontrôleur de la sonde par le biais du cordon ombilical, dont la longueur est suffisante pour que la sonde puisse s'éloigner considérablement du pupitre. Ici, nous avons les interrupteurs qui valideront, ou plutôt qui permettront de transmettre par le cordon ombilical de puissance l'énergie au moteur. J'ai doublé les accumulateurs, deux sections totalement distinctes, on peut n'en utiliser qu'une, on peut n'utiliser que l'autre, éventuellement les mettre en parallèle. Pour des raisons, si vous voulez, d'autonomie, j'ai prévu personnellement deux accumulateurs de puissance. Enfin ici, nous avons le clavier qui permet de gérer une foule de choses, soit par des touches spécifiques, changement des menus principaux par ces touches. Celle-ci globalise l'utilisation de ces touches. Enfin, deux touches particulières qui ne seront valides qu'en exploitation sous certaines fonctions: allumer et éteindre les phares, allumer ou éteindre le laser. Nous en savons assez pour pouvoir passer à une présentation sommaire de la sonde. Nous allons en rester là donc pour cette petite vidéo. Au revoir les amis, à bientôt.